Monsieur Kra Alain, il est juriste, spécialiste droits humains, santé, bien sûr, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'il exerce dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il est juriste, mais il parle de droit à la santé, c'est pas aujourd'hui. Moi, je pratique, ça fait au moins 20 à 25 ans maintenant. Voilà, donc c'est un spécialiste qui maîtrise son sujet. Il est sur le terrain également, il fait beaucoup de formations, il est formateur. Et puis, juste à ses côtés, nous avons donc Monsieur Farel Kouassi, il est coordonnateur projet Alternative Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec ces deux intervenants que nous allons parler ce matin de droit à la santé. Donc, quels sont nos droits? On sait qu'il y a des droits, hein, mais concernant la santé, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous en parlons ce matin. Déjà, je vais dire bonjour à Monsieur Kra. Monsieur Kra Alain, bonjour. Oui, bonjour, Bintou. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. On a eu à faire pas mal d'émissions avec vous, hein. Oui, bien sûr. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ok, vous êtes encore avec nous ce matin. En tout cas, ça nous fait plaisir. Soyez le bienvenu. Et puis, juste à côté de moi, à ma gauche, Monsieur Farel Kouassi, bonjour. Bonjour, Bintou. Vous êtes coordonnateur projet à Alternative Côte d'Ivoire. C'est cela. On commence déjà avec vous, hein. Présentez-nous Alternative Côte d'Ivoire. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être sur vos antennes et voilà, participer à cette émission. Et donc voilà, Alternative Côte d'Ivoire est une ONG qui milite pour les droits de l'homme, qui fait la promotion et la vulgarisation des droits de l'homme. Également, à côté des droits de l'homme, tout à l'heure on a parlé de droit à la santé et autres, également qui mène des actions pour le bien-être, voilà, de toute la population ivoirienne dans le domaine de la santé, la lutte contre le VIH, les IST et autres, et qui fait voilà, la promotion du bien-être de l'homme. D'accord, voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. Pour partager toutes ces informations importantes, hein. Alors, Monsieur Kra, le droit même, c'est quoi au juste? On ne va pas vous dire de venir faire tout le cours de droit ici, hein, mais quand on parle de droit, qu'est-ce que ça implique pour les individus que nous sommes? Un droit d'abord, c'est quoi? Et puis ensuite, on va circonscrire à notre thème de ce matin, droit à la santé. Merci Bintou pour encore cette opportunité. Alors, on peut comprendre que le droit est une règle, est une norme, est aussi un principe. Et quand nous vivons en société, pour régir les rapports entre les individus, pour régir les rapports entre l'administration et la population, il faille que tout le monde s'accorde à respecter un minimum de règles pour éviter la cacophonie, pour éviter que chacun fasse ce qu'il veut. Donc, on peut comprendre que le droit vient donc réglementer, régir la vie en société. D'accord, ok. Donc, ce sont des notions que tout citoyen devrait connaître. Mais est-ce que vous avez le sentiment, en tant que juriste, hein, que les uns et les autres connaissent leurs droits? Alors, on ne finira pas, n'est-ce pas, de sensibiliser, de faire la vulgarisation des règles de vie en société. La connaissance du droit des règles qui existent dans un pays, les études ont montré qui varie d'une classe sociale, une couche sociale, une communauté à une autre. Généralement, les couches les plus instruites en termes d'éducation scolaire et universitaire appréhendent mieux les questions de leurs droits. Et on dirait aussi que les couches les plus marginalisées, les couches sociales qui n'ont pas eu accès à l'éducation, n'ont pas connaissance suffisamment de leurs droits. Donc finalement, il y a encore du travail à faire, toutes classes confondues, pour que chacun puisse savoir sa place dans la société et éviter d'enfreindre les libertés des autres. D'accord, ok. C'est très bien. Alors, nous allons venir parler maintenant de droit à la santé. Citez-nous d'abord quelques droits et puis ensuite, on parlera de droit à la santé. Quels sont nos droits en tant que citoyens? Alors, les droits transcendent toutes les activités de la vie civile. Alors, toutefois qu'on a besoin d'un service, on a besoin de mener une activité, alors la question du droit vient en ligne de compte. Donc,
qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une réparation. Oui. Si on a un préjudice subi, on s'adresse à la justice. Donc c'est le droit à la justice. D'accord. On a besoin d'être protégé, droit à la sécurité. D'accord. Et on a besoin de santé, droit à la santé. On a besoin de logement décent, droit au logement. Ok. On a besoin de bien se nourrir, boire de l'eau potable, droit à l'accès à l'eau potable. Alors, donc, tous les compartiments de la vie nécessitent donc une réglementation particulière. Donc, ça va jusqu'à des nouveaux types de droits de troisième génération. On va jusqu'à droit à un environnement sain, droit à un épanouissement. Mais fondamentalement, il y a du basique. Donc, le droit à la vie. Le droit à la sécurité, le droit à la santé, droit au logement, droit à une nourriture saine et de qualité, et droit à la justice. C'est autour, n'est-ce pas, de ces fondamentaux que toutes les autres déclinaisons viennent aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors, parlons maintenant de droit à la santé, puisque c'est ce qui nous réunit autour de cette émission. Qu'est-ce que le droit à la santé? Et qu'est-ce que ça implique? Et Alternative, représentée ici par M. Farel Kwasi, va également nous parler de concrètement quelles sont les activités menées au sein de Alternative, justement, pour aller dans le sens du droit à la santé. D'abord, en tant que juriste, qu'est-ce que le droit à la santé? Merci. Ce sont des notions qui, comme on l'a souligné, on se tutoie, on ne va pas entrer dans les définitions académiques, mais il faut comprendre que dans le droit à la santé, il y a un certain nombre de domaines, un certain nombre d'éléments qui permettent de concrétiser ce droit. De manière pratique, je prends un individu lambda et là on fait un clin d'œil aux ONG par exemple qui luttent contre le sida. Oui. Donc une population victime de violence ou porteur du VIH ou de la tuberculose a besoin d'avoir accès aux services de santé. Donc le droit à la santé implique pour cette personne que les questions de l'accessibilité géographique, donc qu'il puisse avoir un centre de santé pas loin, n'est-ce pas, de son lieu de résidence. Alors il y a des normes au niveau international pour définir dans un périmètre donné le nombre de centres de santé auxquels une population devait pouvoir avoir accès. Donc accessibilité géographique. Il y a aussi des questions du prix. Qu'il y ait un prix qui permette un coût, le coût des services, le coût des prestations acceptable pour tous. Voilà, il y a question du coût, de la qualité de la prestation. Donc le droit de la santé implique la qualité, n'est-ce pas, des services qui garantissent aussi les questions de confidentialité, de gestion de la vie privée. Et sur ce point, c'est important parce que lorsque nous partons à l'hôpital, on confie certains aspects de notre vie intime, de notre vie privée à la gestion, à l'hôpital, pour ainsi dire. Et le droit à la santé implique pour les gestionnaires de nos informations confidentielles, parce que quand on part à l'hôpital, on remplit des fiches, on a un dossier patient, on dit nos petits mots, tout ce qui est caché. Des choses intimes qu'on confie aux prestataires de santé. Aux prestataires. Et pour nous, le droit à la santé implique que le prestataire de santé va garder ces informations en bon père de famille. Il va en assurer la sécurité. Il va assurer la sécurité contre l'utilisation inappropriée, contre je vais dire, si c'est du papier, que ça ne se détériore pas, si c'est des fichiers électroniques, que ça ne prenne pas un coup, et que finalement, en te confiant, n'est-ce pas, les aspects de ma vie privée, j'ai la garantie que c'est en sécurité. Il faut comprendre que dans cet aspect du droit à la santé, donc en termes de qualité et finalement qui implique les questions de vie privée, ça garantit la confiance entre le demandeur de service et le prestataire de service. Or, une des assurances de la qualité des services et finalement du bien-être de la guérison, c'est que celui qui vient demander le service ait confiance, confiance au prestataire. Et les aspects de gestion de la vie privée sont déterminants dans l'établissement de cette confiance. Donc le droit à la santé, c'est un peu tout cela. Alors que souvent, heureusement, ce n'est pas dans tous les cas, mais je me rappelle, puisque nous sommes tous des acteurs de lutte contre le sida au début, dans certaines communautés, des personnes ne voulaient pas aller se faire dépister parce qu'on aurait divulgué le statut positif de tel ou tel membre de la communauté. Et donc, on dit, ça, moi,
je ne vais pas y aller parce que on m'a dit que tel est infecté et ça vient des personnes qui ont fait le test. Donc, s'il n'y a pas vraiment cette confiance-là et cette confidentialité, cela va sans dire que la population va se braquer face aux services à elle offertes. Voilà, à elle offert, donc en parlant de services. Donc, c'est important ce que vous êtes en train de nous dire ce matin. Il faudrait que le prestataire de santé soit celui-là même qui, après avoir enregistré les données, les informations de telle ou telle personne, tel patient ou bien telle personne qui foule le pied d'une structure sanitaire, garde ces informations-là confidentielles. Voilà. Effectivement. Et là, justement, c'est le rôle des organisations comme Alternative Côte d'Ivoire de proposer des programmes de renforcement des capacités de tous les intervenants de la chaîne de prestation de services. Alors, il y a effectivement les professionnels de santé qualifiés qu'on connaît, mais il y a tous ceux qui rentrent dans la chaîne de l'accueil jusqu'aux médecins qu'il faut renforcer. Deux fois, ce n'est pas des fautes d'inattention et inadvertance. Ce n'est pas voulu le dévoilement du secret et de la mauvaise gestion, mais ce n'est pas méconnaissance, n'est-ce pas, des normes de qualité. Donc, il va falloir renforcer les capacités. Comprendre que les questions de confidentialité sont très importantes, les règles de gestion des dossiers des patients, et tout ça, c'est par les renforcements des capacités. À partir de ce moment, c'est comme si on accrédite. On a une accréditation à ce centre où il y a des renforcements des capacités, et puis les patients peuvent y aller sans frein, sans arrière-pensée. Donc effectivement, la question de la gestion de ces événements, c'est très important. D'accord. Alors, je vais me tourner vers M. Farel Kwasi. Au sein de Alternative, comment justement vous arrivez dans vos activités, dans les actions que vous posez, que vous menez dans la communauté, à faire justement respecter cette confidentialité-là au niveau des informations personnelles données par les patients, également par des personnes qui vont vers les prestataires de santé. Est-ce que vous menez des activités dans ce sens-là? Oui, nous menons plusieurs activités, mais comme M. Kral a dit tout à l'heure, il faut de la sensibilisation. Voilà, faire de la sensibilisation, faire également du renforcement de capacités. Voilà, parce que c'est un domaine qui est vaste. La santé, le droit à la santé. Et aujourd'hui, nos partenaires cliniques, des services de santé, accueillent beaucoup de personnes, différents types de personnes. Alors, il y a lieu de les former sur certains domaines afin que ces personnes puissent avoir les informations justes, surtout les informations justes afin de pouvoir faire bien leur travail. Donc, il y a un travail d'accompagnement que nous faisons avec ces personnes à travers des séminaires, que nous organisons des ateliers de formation, de renforcement de capacités. Et à ces ateliers, on convie des consultants, notamment M. Kral, vous l'avez dit, depuis plusieurs années. Il nous accompagne dans ces activités-là. Et donc, de façon particulière, dans le cadre de cette émission, par exemple, nous avons l'accompagnement de l'ambassade d'Allemagne, qui depuis près de 8 ans nous accompagne dans la mise en œuvre des activités dans le domaine des droits humains. Et donc, il nous accompagne encore depuis quelques mois déjà afin de former tous les acteurs, en dehors même des acteurs cliniques. Voilà, il y a plusieurs autres acteurs que nous formons au niveau des différents ministères. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la famille, femmes, enfants. Et donc, depuis quelques semaines déjà, nous avons organisé plusieurs activités de renforcement des capacités, comme on l'a dit, parce que c'est un projet de droits de l'homme, mais qui fait aussi le plaidoyer surtout. D'accord. Je me rappelle, l'année dernière, j'ai participé à une de vos formations. Et effectivement, nous avons une bonne collaboration avec vous. Des officiers de l'armée, de la police, tout ça qui y était. Effectivement. Et je pense qu'il faut mettre vraiment tout le monde au même niveau d'information. C'est cela. Afin que le droit à la santé soit vraiment respecté. Aujourd'hui, nous parlons du droit à la santé avec M. Farel Kwasi, coordonnateur projet Alternative Côte d'Ivoire. Et puis, juste à ma droite, se trouve M. Kra Alain,
Il est juriste, spécialiste des droits humains et spécialiste de droit et santé. Voilà. Avec lui, donc, et avec M. Farrell, nous avons déjà commencé à parler du droit à la santé. On va maintenant, pour cette deuxième partie, avant d'ouvrir le téléphone, voir un peu comment est-ce que le droit à la santé peut être bafoué sur un individu. M. Kra. Et ensuite, M. Farrell. Merci beaucoup, Bintou, pour cette question. Effectivement, on a besoin d'appréhender les manquements possibles. On l'a défini tout à l'heure. Et pour nous, ça se décline en différents points. Les questions de refus de soins dans un centre de santé. Les questions de refus de soins, les questions de non-respect des mesures de gratuité ou des prix homologués en termes de prestations de services, la divulgation volontaire ou par même inadvertance de la vie privée, de la maladie, du statut sérologique des bénéficiaires de services sont autant d'éléments de violation du droit à la santé. Il y a également, de manière plus subtile, qui ne se ressent pas très souvent, tout ce qu'on range dans les actes de stigmatisation. C'est-à-dire que du fait de préjugés, de croyances ou de perceptions que certaines personnes qui offrent des services ont sur certains clients, notamment dans le cadre de la lutte contre le VIH, on sait que les personnes fortement stigmatisées et discriminées, parlant des travailleurs du sexe par exemple, oui. Les UD, aujourd'hui, les utilisateurs de drogue, aujourd'hui qui dans la communauté déjà ne sont pas trop acceptées, toutes ces personnes font l'objet de stigmatisation. De stigmatisation, et dans les centres de santé, ça va par des inattentions, Monsieur Kra, excusez-moi, je vais dire les usagers de drogue, les travailleurs du sexe, ça c'est dans la communauté. Je vais dire ceux qui ne sont pas des prestataires de santé, c'est eux qui stigmatisent. Même encore dans les structures de santé aussi, ça se passe. Ça se passe. Mais de toute façon, n'oublions pas on que... On peut se dire qu'eux, ils sont formés pour ne pas... ça. Oui. Ils doivent rester vraiment zen face à tout ce qu'ils vont voir à l'hôpital. Oui, bon, comme on parle de droit à la santé, donc on est au cœur, n'est-ce pas, des services de santé. D'accord. Mais les prestataires de santé que nous sommes, que sont nos collègues, proviennent aussi de la communauté. Donc chacun est porteur, n'est-ce pas, de ses préjugés, de ses croyances au sein, n'est-ce pas, de ces services, que ce soit dans les services de police, de justice, ça transcende tous les secteurs d'activité. Hein. Mais là, comme nous sommes dans le secteur de la santé, il y a encore certaines personnes qui n'ont pas, qui ont encore du mal à se débarrasser ou bien à faire la part des choses entre leurs croyances, leur perception et, n'est-ce pas, la qualité des bénéficiaires du service. Et du coup, ça ne se perçoit pas très souvent, des temps d'attente exagérément longs pour ce qui devait se faire en temps normal facilement, des questions indiscrètes du genre mais oui, mais tu dis que tu as mal, mais dis-moi pourquoi tu te drogues, est-ce que tu ne penses pas que tu devais arrêter de droguer? En fait, je vais dire, il y a tous ces inattentions, tous ces faits, ces formes, n'est-ce pas, de rejet. Ça peut même aller jusqu'à des injures, à des mots mal placés. Donc, les violations du droit à la santé, c'est tout ça. Donc, on refuse de soins. On imagine les conséquences. Hein? Ah oui, les conséquences, c'est tout de suite... Que si moi, je viens... que je suis l'une de ces cibles-là et que tu me parles comme ça, demain, je ne viens pas. Ah, bien sûr. Et imaginez un peu les désagréments, les dégâts que cela pourrait... parce que s'il se braque pour dire, bon, de toute façon, on ne m'accepte pas, donc je ne vais pas à l'hôpital, alors que cette personne interagit avec le reste de la population. Alors, on imagine un peu ce que ça va provoquer. Alors,
ce que nous disons n'est pas fortuit. Hein. À la base, hein, le travail que nous faisons... Est-ce qu'il y a eu des cas? Est-ce qu'il y a eu des exemples et tout ça? C'est de là que je veux en venir. À la base, nos affirmations ou nos constats qui amènent justement des réponses programmatiques en termes de renforcement des capacités et autres, à la base, il y a eu des études qui ont été menées. Il y a des études qui ont été menées et l'une des grandes études aujourd'hui en train d'être exploitée, qui a été finalisée, instigée par le réseau ivoirien des organisations de personnes avec le VIH, le RIP, qui est l'index stigma 2.0. Donc, qui est un rapport qui existe, qui montre un peu le niveau de stigmatisation et de discrimination dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le centre de santé. Donc, il y a des études, il y a des rapports qui existent, sectoriels de certaines organisations qui mènent des actions et qui montrent qu'il y a encore de manière résiduelle. C'est vrai, beaucoup a été fait, beaucoup de renforcement des capacités en termes de qualité des services, mais il faut continuer le combat parce que il y a un renouvellement aussi des postes, il y a des turnovers. Celui qui a été renforcé il y a 1 an, il n'est plus là, on a fait quelqu'un d'autre qui n'a forcément pas bénéficié de formation. Donc, il faut continuer, bien que vraiment des succès ont été enregistrés. Donc, il y a la persistance, c'est l'expression consacrée dans nos différents documents, il y a la persistance des actes de stigmatisation et de discrimination encore dans tous les secteurs confondus, notamment dans les centres de santé. D'accord. Monsieur Kwasi, oui. Vous qui êtes une organisation, est-ce que vous êtes en contact avec la communauté, hein, voilà, vous menez des activités et tout ça, est-ce que vous avez eu à faire face à des cas de stigmatisation, des personnes que vous avez rencontrées qui vous ont dit qu'elles ont eu des problèmes dans des structures de santé à cause de telle ou telle information que le prestataire sait de lui ou bien d'elle? Et quand c'est comme ça, comment vous arrivez à gérer la situation? Oui, effectivement, comme M. Kral a dit, hein, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Voilà, ça, il ne faut pas le négliger. Beaucoup d'efforts ont été faits. Okay. Mais il y a toujours des actes de stigmatisation, de discrimination qui continuent. On les observe toujours, notamment dans les centres de santé, vu que là, on parle de santé. Voilà, notamment dans les centres de santé. Eu égard à certaines considérations que tel ou tel personnel de santé peut avoir concernant sa culture, sa tradition, même la religion et puis les idées reçues également. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la vraie information. Okay. Parce que très souvent ces actes de stigmatisation et de discrimination interviennent parce que la personne qui est l'auteur de ces actes n'a pas les informations justes. Elle peut avoir les qualités requises, les qualifications requises par rapport à son corps de métier, mais cette personne interagit avec la population. Okay. Et comme M. Kral a dit, les usagers de drogue, les travailleurs de sexe, voilà, toutes les populations marginalisées pour telle ou telle raison, voilà, sociale ou bien ethnique et autres. Voilà, c'est des actes encore que nous rencontrons dans la mise en œuvre de nos activités. Parce que nous avons des acteurs terrain également qui font des activités de dépistage, de sensibilisation dans le domaine du VIH, okay. Et également dans le domaine des droits de l'homme. Donc, en même temps qu'on sensibilise la population, ces populations-là sur les différents droits qu'elles ont, en même temps aussi on sensibilise le personnel parce que c'est une interaction continuelle pour plusieurs raisons entre ces deux entités-là. Donc, c'est des actes qu'on rencontre régulièrement sur le terrain. Comment arrivez-vous à gérer? La première des choses, comme je l'ai dit, c'est pour le personnel soignant, oui. C'est la sensibilisation. Voilà, à travers les séminaires qu'on organise en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous l'avons fait récemment avec les autorités au niveau de ce ministère-là. Et puis, au-delà des autorités, il y a le personnel. Il faut faire de la sensibilisation, de la formation. Et puis, bon, pour la population, c'est de leur donner également certaines informations. Voilà, leur dire que, au-delà du travail que ces personnes font, ce sont des personnes humaines. Elles peuvent avoir des ressentis, voilà, qui découlent de tout ce qu'on a appris ou acquis, voilà, antérieurement. Donc, c'est la sensibilisation, le renforcement des capacités. D'accord. Merci beaucoup pour tous les efforts fournis pour faire passer le message. Il faudrait que le droit à la santé de tout un chacun soit respecté, quelle que soit sa culture, quelle que soit
qui il est, son droit à la santé doit être respecté, à l'instar de tous les autres droits. Ce n'est pas M. Kra qui me dira le contraire. Voilà. Alors, on va juste ouvrir le téléphone maintenant parce que le temps est en train de partir. Hein. On a moins de 20 minutes pour terminer cette émission. Donc, nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Ok, si vous nous prenez en marche maintenant là même, sachez que nous parlons de droit à la santé ce matin. C'est un droit très très important. Monsieur Kra a décliné donc les composantes. Hein. Donc c'est important que ces droits-là soient respectés. Donc 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Autour de cette table, là, nous sommes avec Monsieur Kra Alain, juriste, et Monsieur Farel Kwasi de Alternative Côte d'Ivoire. Lui, c'est Valka. Il assure la mise en œuvre de cette émission. Je joins un coucou à Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo au micro. Vous suivez Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire. Le téléphone est ouvert. Alors, Monsieur Kra, on revient à vous concernant toujours la même thématique. En l'état actuel des choses, au niveau de la Côte d'Ivoire, où en est-on concernant le droit à la santé? C'est vrai, vous l'avez expliqué, il y a eu beaucoup d'avancées en la matière, avec les différentes sensibilisations, les différentes formations, les différents ateliers organisés ça et là. Donc, les choses ont vraiment bougé. Mais vous, en tant que juriste, que direz-vous là où ça coince? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que vraiment les choses aillent encore plus en avant? Alors, c'est vrai, comme tu le soulignes, beaucoup a été fait, mais notre regard, justement, aujourd'hui, on plonge notre regard, on braque notre regard en direction des couches les plus défavorisées et des couches les plus vulnérables et qui, en temps normal, on a besoin de 2 fois plus d'efforts pour qu'elles puissent avoir accès à la santé. On a besoin de 2 fois plus d'efforts. Ok. Excusez-nous, Monsieur Kra, on a déjà un intervenant, Monsieur Mathurin CI de Trècheville. Allô? Oui. Monsieur CI Mathurin, bonjour. Bonjour, Bitou. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Merci, le plaisir est partagé. Ok. Alors, je voudrais m'informer. Ok, allons-y. Merci d'abord à M. Kra et à M. Kwasi. Oui. Pour tout ce qui est fait pour la population clé. Mais je voudrais savoir ce que fait l'ONG Alternative pour les jeunes en milieu scolaire. Est-ce qu'il y a des activités prévues? Ok. D'accord. Parce qu'en milieu scolaire, nous rencontrons beaucoup de cas de discrimination et de stigmatisation vis-à-vis de certains élèves relativement à leur orientation sexuelle. Ok. D'accord. Merci, Monsieur Mathurin CI de la DEMOS, qui est aussi un des consultants à cette émission. Merci d'avoir appelé, Monsieur Mathurin CI. Tout à l'heure, vous allez répondre à la question. On va prendre la préoccupation de Monsieur Yapo Daniel, oui, qui appelle d'Iowa. Bonjour, monsieur. Bonjour, Binsou. Oui, monsieur. Je voudrais saluer tous vos invités. Oui. Bon, moi, j'ai une préoccupation. Allons-y. Allô? Oui, allons-y, on vous écoute. Ok, moi, je suis resté un peu sur ma faim. D'accord. Tout à l'heure, quand vous avez demandé aux juristes ce qu'était le droit à la santé, il a parlé de règles, de normes, de principes. Bon, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas assez de temps pour que le juriste puisse aller un peu en profondeur. Ce que je voudrais lui demander, est-ce qu'il y a des documents qui existent, des documents que l'on peut se procurer pour pouvoir parfaire un peu nos connaissances? D'accord. Pour la question. Ok, rassurez-vous, il y a assez de temps, donc il peut bien expliquer. Ok. Merci d'avoir appelé Monsieur Yapo. Voilà. Ok. Alors, on commence avec Farel. Farel, allez-y. Je remercie. Qu'est-ce qui est fait pour les élèves en milieu scolaire? Il faut dire que les ONG, les structures que nous sommes, nous travaillons avec des bailleurs. Et chaque bailleur qui vient a son cahier de charges. Et il y a des activités qui sont bien délimitées dans la mise en œuvre de ce projet. Et donc, nous œuvrons, c'est vrai, avec les populations clés, les populations vulnérables. Mais nous interagissons avec elles de façon générale.
pas de façon spécifique, par exemple en milieu scolaire. Parce que les élèves qui se retrouvent à l'école, ce sont les mêmes qu'on rencontre, par exemple, dans la rue et autres. Dans les quartiers. Dans les quartiers, dans les centres de santé. Je crois qu'il y a peut-être des structures qui sont plus habilitées en fonction de leur cahier de charges, en fonction des bailleurs, voilà, qu'elles ont pour la mise en œuvre des activités. Mais nous, c'est vrai que nous parlons en général, ou bien nous faisons en général la promotion des droits de l'homme. Donc, de façon générale, ça concerne également est-ce qu'il y a les élèves. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont pris en compte dans vos activités? Oui, effectivement. Même si ce n'est pas spécifiquement en milieu scolaire. Effectivement. Mais ce que vous menez là, est-ce qu'il y a des jeunes? Oui, on a des projets ça pourrait prendre en compte aussi ces élèves. Justement, on a des projets, par exemple, avec Solidarité Sida, c'est le projet Teenager, qui fait de la sensibilisation dans le domaine des droits de l'homme, mais également dans le domaine de la santé, notamment du VIH. Et ce projet concerne les jeunes, comme le nom le dit, un teenager de 15 à 24 ans. Et on saisit vraiment toutes les occasions pour pouvoir porter nos messages de sensibilisation, notamment dans les quartiers, pendant les matchs de gala. Vous savez, les jeunes, voilà, ça regroupe beaucoup de jeunes. Et donc, on profite pour faire passer nos messages de sensibilisation. Également, quand nous avons, par exemple, écho, ou bien quand il y a des informations qui nous reviennent concernant une stigmatisation, une discrimination, ou même une violence basée sur le genre, quel que soit l'endroit où cet acte a été posé, il y a des autorités qu'on saisit, les autorités compétentes, afin de faire également de la médiation. Donc, toutes nos activités que nous menons, voilà, prennent en compte toutes les franges de la population et notamment tous les milieux dans lesquels cela est fait. D'accord. Avant de donner la parole à M. Kra, on a la préoccupation de M. Zoumana Bamba qui appelle de Mans, qu'on va déjà enregistrer. Allô? Bonjour, bientôt. Oui, Zoumana Bamba, bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Ça va, Dieu merci. D'abord, je tenais à vous remercier. Merci. Pour d'abord la taille des intervenants, des invités. Merci. Et je me demande comment vous faites pour avoir tous ces sujets-là souvent. Parce que ces sujets sont vraiment souvent des tabous en Côte d'Ivoire, où on ne peut même pas en parler. Et aujourd'hui, vous avez le courage de nous faire sortir ces sujets-là. Je tenais à vous dire merci. Et en même temps, Madame la directrice. Merci beaucoup. Merci à vous, également les auditeurs qui nous inspirent également. Merci à la directrice de Radio Côte d'Ivoire qui nous coach au quotidien afin que nous puissions vraiment sortir le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup. Bon, moi, je voulais faire des propositions parce que dans les hôpitaux aujourd'hui, d'abord, tout le monde est unanime que l'accueil n'est pas ça. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, au-delà de ça, pour quelqu'un qui vient à l'hôpital, qui n'a pas de moyens, soit il est vraiment malade, il est blessé. Mais la première des choses, c'est de s'occuper de la personne. Mais on nous demande de payer. D'abord, même l'alcool est payant, tout est payant dans les hôpitaux. Tout. Donc, c'est un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un à l'hôpital. Pourquoi ne pas le soigner et puis après voir la chose? Mais souvent, on voit les gens mourir comme ça, surtout à l'intérieur. À l'intérieur, je ne parle pas d'Abidjan. Nous sommes à l'intérieur, nous voyons comment ça se passe. On voit nos parents mourir devant nos yeux parce qu'il n'y a pas les moyens, les premiers soins pour faire. Donc, c'est notre inquiétude. Est-ce que ce n'est pas... Les droits de l'homme ne peuvent pas s'occuper de ça? Parce que quelqu'un qui meurt parce qu'il n'a pas d'argent pour faire les premiers soins. Ça, c'est un peu vraiment ma préoccupation et vraiment vous dire merci beaucoup. Merci pour ce véritable cri de cœur. Monsieur Zoumana Bamba, c'est vraiment malheureux ce qu'on constate dans certaines structures sanitaires. Mais bon, on va laisser le juriste nous dire concrètement qu'est-ce qui est prévu par la loi concernant ça. Merci d'avoir appelé de Mans. Vous avez deux questions sur votre calepin, n'est-ce pas, Monsieur Kra? Oui. Allons-y à celle de Monsieur Yapo Daniel d'abord. Oui, M. Yapo Daniel qui demandait s'il pouvait avoir accès à la documentation. Mais évidemment, aujourd'hui, on a accès à des kits de ressources en ligne, au-delà des librairies physiques, où on peut avoir de la documentation abondante et de qualité sur les déclinaisons du droit à la santé. Ne serait-ce que visiter un seul site internet de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. À partir de là, on a accès
tous les documents, toutes les définitions de ce qu'on pourrait entendre par droit à la santé. Mais il faut comprendre que finalement, au-delà de sa lecture qu'il va faire, c'est pour nous reprendre, la santé, c'est un état de bien-être général. Et l'OMS considère qu'il y a des déterminants, il y a donc des éléments qui conditionnent donc cette santé pleine et entière. Alors notamment la bonne alimentation, la nutrition de qualité, les questions de logement, les questions d'assainissement, les questions du prix, du coût des prestations, comme l'a dit tout à l'heure notre interlocuteur de Mans. Donc tous ces éléments, les conditions même de travail déterminent, n'est-ce pas, les questions de santé. Et la lutte aussi contre la stigmatisation et la discrimination dans le cadre, n'est-ce pas, des activités que nous menons pour les populations fortement stigmatisées et discriminées dans la communauté. Donc c'est tous ces éléments, tous ces leviers sur lesquels on doit pouvoir jouer pour que la santé pleine et entière puisse être constatée et délivrée à nos populations. D'accord. Okay. Ensuite, le constat de l'inexistence, n'est-ce pas, de soins, on a parlé même du traitement des urgences dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, on ne reçoit pas vite. C'est vrai, c'est un problème global. Je pense que le gouvernement et les partenaires au développement s'y attellent. On a assisté ces derniers moments à des inaugurations d'hôpitaux, de renforcement des capacités, d'affectation des personnels de santé. Mais finalement, il faut un contrôle citoyen. Il a parlé de droits. Est-ce que les droits de l'homme? Oui. Les droits de l'homme, pour la population, il faut un contrôle citoyen, des actions du gouvernement pour interpeller, pour ouvrir les yeux, pour mobiliser la communauté. Et en termes de contrôle citoyen aussi, il faut comprendre, on est en région, l'État au niveau central fait des efforts, mais il y a aussi les démembrements de l'État, donc les conseils régionaux, les mairies, et qu'on doit pouvoir aussi interpeller pour apporter un appui à ce que l'État apporte au niveau décentralisé. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la conscience citoyenne. Si on mobilise, n'est-ce pas, nos communautés, aujourd'hui on voit à travers les réseaux sociaux, lorsqu'il y a un sujet d'intérêt et qu'on fait une mobilisation, une fois une mobilisation, on peut arriver à ne serait-ce que recueillir des fonds pour pouvoir aider l'État. Donc, au niveau décentralisé, au niveau des communautés, des régions, il va falloir aussi cette conscience citoyenne pour interpeller ceux qui est la gouvernance locale sur son rôle aussi d'accompagnement de l'État et de pallier à ces quelques défaillances pour mettre en place des fonds de soutien d'urgence dans les hôpitaux et dans les centres de santé. D'accord. Alors, on a déjà terminé. Il nous reste moins de 2 minutes pour terminer. On a juste 1 minute. Le temps est vite parti. On va prendre donc le mot de fin de M. Farel Kwasi et on terminera avec M. Kra. Alors, M. Kwasi, qu'est-ce que les auditeurs, les populations, tous ceux qui nous ont suivis, qu'est-ce qu'on doit retenir ce matin? Ce matin, nous devons retenir que tout le monde a droit à la santé. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut retenir aussi qu'il y a des acteurs, il y a des organisations de la société civile comme Alternative Côte d'Ivoire qui militent, qui luttent afin que ces droits soient respectés. Au-delà du droit à la santé, que les autres droits soient vraiment respectés. Et donc, nous menons plusieurs activités et là, c'est dans le cadre du projet Sous-Amen, financé par l'ambassade d'Allemagne que nous remercions, nous saluons au passage, qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ces activités-là. Et donc, nous sommes là, nous faisons des efforts, nous menons plusieurs activités avec les partenaires, les différents ministères qui sont impliqués dans la prise en charge de ces populations-là à tous les niveaux. Et donc, nous continuons de faire des efforts et nous lançons également un appel à tous ceux qui voudraient apporter d'une manière ou d'une autre un appui à ces organisations, notamment Alternative Côte d'Ivoire, afin de pouvoir lutter et puis mener à bien cette mission pour ce sujet qui nous concerne vraiment, nous tous. Voilà. Merci infiniment, M. Farel Kwasi, coordonnateur projet Alternative Côte d'Ivoire. Merci d'être venu ce matin sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis, on termine avec notre juriste, M. Kra. Qu'est-ce qu'on retient ce matin concernant le droit à la santé? Alors, on retient que c'est l'affaire de tous. Et on retient qu'il ne faudrait pas qu'on voit le droit à la santé seulement comme les soins de santé. Il y a tous les déterminants
de la santé. J'ai parlé tout à l'heure des questions d'assainissement, des questions de sécurité. Et aujourd'hui, ce sont aussi les questions de sécurité. Les populations les plus marginalisées qui ne se sentent pas en sécurité ont d'autres chats à fouetter que d'aller à l'hôpital. Donc, ce sont des leviers. Il faut pouvoir lever toutes ces barrières. Les questions de violence, de sécurité, et les questions d'accès au travail déterminent aussi la qualité de la santé. C'est tout ça qui forme un tout qu'il va falloir travailler à leur réalisation. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu également sur Radio Côte d'Ivoire. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis à très bientôt. Hein. Très bientôt. Vous êtes chevaux ici. Hein. Vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à vous, chers auditeurs. Valka, merci pour ta dextérité technique.